dans ce numéro de Stop Covid, Madame, Messieurs, quels sont les réajustements que la blouse blanche doit aussi faire à son niveau? Comment elle se comporte maintenant et comment elle se prépare après la pandémie? Nous avons la chance aujourd'hui de recevoir deux infirmiers. D'abord, Simplice Kachala, qui est membre du Conseil national des infirmiers, mais aussi le président provincial de l'Ordre des infirmiers. Bienvenue à vous. Merci beaucoup. Et puis une dame de terrain avec son expérience par rapport à la prise en charge des patients de Covid-19, Yolande Moyamo, vous êtes volontaire. Bienvenue à vous. Merci beaucoup. Alors notre toute première question s'adresse à ceux qui sont en train de réguler, c'est ça, à l'ordre et tout. Alors, qu'est-ce que la pandémie actuelle impose comme réajustement dans votre façon de faire, d'entendre? Merci beaucoup, madame, pour d'abord l'invitation et ensuite pour la question. C'est tout à fait une coïncidence. D'abord, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a décrété cette année l'année mondiale de l'infirmière et de la sage-femme. Et c'est comme si l'OMS savait que l'infirmier devait jouer un très grand rôle par rapport à cette pandémie parce qu'on ne savait même pas que ça pouvait prendre une telle ampleur comme nous sommes en train de le voir dans le monde entier. Et c'est l'infirmier, comme vous l'avez dit dans l'introduction, qui se retrouve en amont et en aval de cette pandémie ici et qui chemine avec le personnel, donc plutôt les personnes en bonne santé, les personnes atteintes de la pandémie, et qui vit au quotidien avec eux, qui voit leur souffrance, qui partage avec eux, avec elles plutôt, la souffrance. L'Ordre des infirmiers, qui est l'organe de régulation de la profession infirmière, n'a pas croisé les bras. Parce que l'Ordre est là pour aider les infirmiers, encadrer les infirmiers, réguler la profession infirmière pour que ces derniers puissent rendre des meilleures prestations possibles à la population. Et c'est ainsi que l'ordre étant bien organisé, bien structuré, à tous les niveaux, il y a toujours l'œil de l'ordre, d'abord commençant par l'infirmier lui-même, qui s'est déjà fait inscrire au tableau de l'ordre, qui sait ses droits et ses devoirs par rapport à sa profession d'une manière générale. On reviendra à vous, Madame Yolande Moyamo. Vous vous retrouvez au quotidien à côté des malades de Covid-19. Comment vous êtes retrouvée là, d'abord? Tout d'abord, je suis l'infirmière de profession, formée et qualifiée. Et je presse à la clinique Ngaliema au pavillon 6 comme infirmière chef de pavillon. Et quand on a eu le message qu'il y a le virus déjà et que notre clinique a été sélectionnée pour recevoir ces malades, et c'est mon pavillon qui a été sélectionné, on nous avait posé la question, ce n'était pas une obligation, qui voulait travailler comme bénévole pour aider nos familles qui seront atteintes du Covid-19. Et étant donné que j'étais déjà là comme chef de pavillon, je ne pouvais pas abandonner mon pavillon pour dire que non, voilà, je refuse, je perds ou quelque chose comme ça. Voilà comment je me suis retrouvée là au pavillon du Covid. Et maintenant, quelle est l'expérience que vous pouvez raconter, partager aujourd'hui? Par rapport à l'expérience, je dirais, le Covid-19, moi personnellement, je le considère comme toute autre maladie. Et il faut toujours travailler avec le même système que nous travaillons et sans toutefois respecter les gestes barrières. Et comme ça existait déjà, les gestes barrières existaient déjà. Le port de masque, les précautions standards, ça existait déjà. Lavage de mains, tout et tout, ça existait déjà. Et on va un peu pincer ou insister pour que cela soit régulier à tout moment,
que vous êtes en face de ce malade et ça devient un automatisme. Donc je sais que quand je entre, je sors, je vais faire ça. J'entre d'une chambre à l'autre chambre, je vais laver, je vais désinfecter, je vais mettre le gant, je vais mettre ceci, cela. Et voilà, à la fin de la prise en charge, jusqu'à aujourd'hui, même depuis le début de l'épidémie, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucun membre de mon équipe qui est infecté suite à ce qu'il respecte les gestes barrières. De quoi vous dire bravo, vous êtes bien prévoyant, quoi, vous êtes bien prudent. Mais alors, comment vous organisez des choses à l'intérieur? Qu'est-ce qui explique les zones vertes et rouges? Merci. Les jaunes, rouges et vertes, simplement veut dire, parce que les pavillons, avant, ce n'était pas cloisonné. On a eu des dispositions pour dire, voilà, on ne sait pas mélanger les malades qui sont confirmés et le 6P. Et quand on a cloisonné, on a laissé une partie qu'on a appelée verte pour laisser les 6P. Parce que le 6P qui dit 6P, on ne sait pas encore s'ils sont confirmés. Ils peuvent ou ne pas être confirmés. Et une fois dit que l'examen nous dit qu'il n'est pas confirmé, on les réfère dans d'autres pavillons où il sera pris en charge. Et s'il est confirmé directement, on les fait passer dans la zone rouge. La zone rouge, vous savez, que signifie le rouge, Oui, les dangers. Rouge. Voilà, c'est un peu ça la différence entre jaune, rouge et vert. C'est pas frustrant que je passe de la zone verte à la zone rouge, on ne me regarde pas différemment d'avant? Voilà pourquoi le travail est en équipe. On n'est pas celle des infirmières ou le médecin. On est en équipe, il y a des psychologues, il y a des médecins, il y a des infirmiers, il y a des techniciens de surface, il y a les hygiénistes. Chaque personne a son rôle. Et à chaque étape, il faut que les psychologues passent pour conscientiser les malades, pour lui expliquer, au fait, voilà, comme tu es ici, on a prélevé, on a suspecté ça, ce n'est pas un diagnostic à cacher. Le malade doit savoir de quoi est-ce qu'il souffre. On va t'expliquer, on va te conscientiser et voilà, on a prélevé, on attend les résultats. Dès que les résultats arrivent, les psychologues passent encore pour te communiquer tes résultats. Si c'est positif, voilà, tes résultats sont revenus positifs, d'où tu ne seras plus dans la zone verte, tu vas passer de l'autre côté et pour être toujours pour la continuité des prises en charge. Et là, le malade est déjà préparé psychologiquement. Monsieur Kachala, certaines opinions pensent qu'on a eu tort, que vous, les blouses blanches, avez tort de garder des gens dans des zones, peut-être que madame disait tout à l'heure, zone verte, peut-être parce qu'on est encore suspect, en attendant les résultats et tout. On aurait peut-être pensé laisser les potentiels malades, les cas suspects, quand même, ils seraient suspects, les laisser peut-être chez eux pour moins les frustrer, pour ne pas créer des traumatismes. On vous accuse de ça. Oui, bon, c'est à tort ou à raison qu'on nous accuse de ça. Mais l'idéal, c'est ce que Mme Yolande vient de dire là-bas. Vous voyez, à la maison, d'abord, il faut voir les niveaux de discipline de la population ou des individus. Ça, c'est très, très important. Les niveaux de discipline des individus. Donc, il y a des gens qui ne croient pas d'abord que cette maladie existe. Et il y en a qui croient, qui disent, bon, c'est quelque chose, ça peut être un mauvais sort, j'étais, tout ça. Mais la maladie existe bel et bien et elle est très contagieuse. Et si on prend la personne suspectée, on la laisse à la maison, c'est-à-dire qu'elle expose aussi toute la famille. Et en exposant toute la famille, peut-être si la famille n'est pas confinée, ne s'est pas autoconfinée, et qu'il y ait un membre de la famille qui quitte, qui va chez les voisins, il va mener chez les voisins. C'est ainsi que vous pouvez trouver, pour une seule personne, on compte une quarantaine, soixantaine de contacts. Quand une personne a déjà une quarantaine ou une soixantaine de contacts, c'est-à-dire que dans les quarantaines, soixantaine de contacts-là, on peut avoir au moins une trentaine de positifs. Et si chaque trentaine de positifs a aussi ses contacts à lui, c'est comme ça que nous allons, que la maladie, donc nous allons dans l'expansion, dans l'expansion d'une manière exponentielle, la maladie va très vite. C'est à cause de ça. C'est ainsi qu'on a eu à réfléchir, l'équipe de riposte, les praticiens, qui sont les prestataires de terrain, ont compris que ces gens-là, qui viennent
qui sont suspectés, on doit les garder quelque part en attendant. C'est en quelque sorte aussi une sorte de quarantaine. On les observe, on peut les observer en attendant les tests. Si le test est positif, ça va vite, on les réfère à la prise en charge. Si le test n'est pas positif, on les libère. On les envoie comme Madame a dit. Donc c'est presque une sorte de quarantaine. Donc c'est très important qu'on fasse cela. Parce que si on ne fait pas cela, la maladie, avec le degré de contagiosité de ces virus, on va se retrouver comme dans d'autres pays, en Italie, en Espagne, aujourd'hui aux États-Unis, en Angleterre, où on ne sait plus compter le nombre de morts, on ne sait plus compter, on commence à imaginer des chiffres. Et imaginez-vous la ville de Kinshasa avec la promiscuité que nous avons ici, et ce que nous voyons dans nos ronds-points, dans nos places publiques, si on laisse les gens, comme vous le dites là-bas, c'est encore une personne, c'est quelqu'un qu'on suspecte. Ça peut ou n'est pas, mais à supposer qu'elle est contaminée et qu'elle se retrouve par exemple sur Victoire, qu'elle se retrouve à Lipen, en train de se battre pour entrer dans un bus, comme on ne respecte pas les mesures de distanciation. Donc, vous voyez un peu les risques que cela. Donc, la population est exposée à un tel grand risque. Et donc, l'alternative serait de les garder, dans la zone verte, en attendant les résultats, la confirmation des résultats. Est-ce que c'est équitable, vos tours de salle, dans la zone verte comme dans la zone rouge? Oui, on commence toujours dans la zone verte pour se terminer à la zone verte. On commence par la zone verte pour terminer à la zone rouge. Et quand on entre pendant les tours des salles dans la zone verte, on peut y avoir des blouses que nous appelons des surblouses. Et c'est ce que nous pouvons mettre. On n'a pas besoin de mettre les pieds de la tête jusqu'aux pieds. Mais il y a aussi une nuance. Parce qu'on peut trouver quelqu'un, un malade dans le cas des suspects, mais il est grave ou modéré. Il y a des cas comme ça. Là, on s'est vêtu aussi autrement. Directement, on les considère comme étant positifs. S'il y a tous les signes possibles, il y a des toux, il y a des dyspnées, il y a le malade dont on doit peut-être intuber, mais qu'on n'a pas encore confirmé les résultats. On doit se mettre en épi de la tête aux pieds. Lorsqu'il y a des cas suspects et que vous voulez prélever des échantillons, comment ça se fait? Qui prélève et qui envoie pour que ça arrive à l'INRB? Comment ça se passe? Oui, le prélèvement, il y a des gens qui étaient formés pour le prélèvement. Les biologistes sont là, les laborantins sont là. Et ce sont eux qui viennent pour prélever. Ils se mettent en épi et ils prélèvent parce qu'ils doivent toucher aux sécrétions. Ils ne vont pas aller peut-être rien qu'avec les gants, peut-être en prélèvement, parce que le prélèvement c'est fait au niveau de la bouche, au niveau du nez. En prélevant, la gorge est sensible, le malade peut s'agiter, peut tousser. Donc on se protège toujours avec des lunettes de protection. Et ce personnel, c'est le personnel de votre clinique d'antan qui a été juste capacité sur ça, ou c'est des gens qui viennent forcément de l'INRB? Non, non, ce sont des personnels de la clinique. Ok. Oui. C'est pas que c'est seule cette équipe-là qui fait des descentes sur le terrain pour des prélèvements, pour des réponses, pour des salles de soins, contrairement à ce qu'on entendait jusqu'ici. Non, non. Bon, bien sûr, tout au début, c'était un peu ça. L'équipe de l'INRB venait sur le terrain pour faire des prélèvements et rentrer, examiner et nous ramène les résultats. On s'est dit, avec ce système-là, les résultats, le prélèvement traînait. Et il y a d'autres malades qui s'est fâchés même. Parce qu'après avoir fait déjà, après avoir fait déjà 3-4 jours dans l'instance de prélèvement et que le préleveur peut-être ne passe pas, ce n'était pas seulement la clinique Ngaliema. Il y avait beaucoup d'autres institutions où on prenait aussi en charge le malade de Covid. Les temps que les gens là passent dans d'autres institutions, peut-être les malades Ngaliema a déjà fait 3-4 jours et il va se fâcher. Et c'est comme ça qu'on a eu l'initiative, bien sûr, par les autorités, de former les biologistes et les techniciens du laboratoire. Ce que vous voulez sécuriser, ce n'est pas seulement
les infirmiers, mais vous prenez aussi soin des malades, si j'avais bien compris vos objectifs. Quelle est la lecture que vous faites par rapport à la situation, à la gestion, à la prise en charge de coronavirus? Quelles pourraient être vos suggestions? C'est une question qui interpelle aussi tout le monde, commençant par les autorités politico-administratives et sanitaires. Parce que la gestion des épidémies, ce n'est pas un problème du secteur de la santé seul. C'est ainsi que pour arriver à déclarer une pandémie, une épidémie, ça doit être une autorité du tutelle, le ministre de la Santé ou son délégué qui doit déclarer cela, soit le président de la République lui-même ou le Premier ministre. Donc c'est pour vous dire que tout le monde est impliqué. Alors pour arriver à permettre les infirmiers à donner les meilleurs d'eux-mêmes, il faudrait que toute cette chaîne-là de commandement arrive à comprendre l'importance de l'infirmier et son rôle qu'il doit jouer dans des moments tels que nous sommes en train de parler ici de la pandémie. Et dans notre pays, au début, c'est comme si on avait négligé l'infirmier, on avait mis un accent plus sur les médecins, les pharmaciens et les autres, les biologistes, mais on a oublié l'infirmier. Et c'est ainsi que, jusqu'au moment où nous parlons, parce qu'on est en contact avec presque toutes les provinces, nous avons les données de toutes les provinces, et vous trouvez les provinces là où il n'y a pas encore l'épidémie qui est déclenchée, vous trouvez que les infirmiers qui travaillent, par exemple, au niveau des urgences, ils n'ont pas de tenue appropriée. Or, quand le malade vient, ce n'est pas juste à partir de la porte qu'on peut savoir que ce malade est atteint ou non. On le reçoit, on l'accueille d'abord, avant d'entendre ce qu'il vous amène, ce qu'il amène comme plainte. Et pendant ce temps-là, ça peut être déjà un malade atteint. Et vous n'êtes pas protégé, vous n'avez pas une tenue appropriée. C'est-à-dire que vous êtes exposé. C'est ainsi qu'il y a beaucoup de nos collègues infirmiers qui sont contaminés dans le monde, même ici chez nous, qui sont exposés à cause de ça. Malheureusement, la maladie est venue le retrouver à leur poste de travail. Oui, il est là à son poste de travail. Il travaille comme d'habitude, mais dans nos conditions, les conditions telles que nous les connaissons, telles que vous les connaissez. Et il est là, il n'a pas de tenue. Il n'y a même pas les points d'eau pour se laver les mains. Il n'y en a pas. Il est dans une structure où, pour avoir de l'eau, on doit courir chercher un bidon d'eau à 200 mètres, 500 mètres. Or, l'eau doit être en permanence à la portée des mains, parce qu'on doit se laver intempestivement. Mais il est là, il travaille, il n'a pas de l'eau pour se laver les mains, il n'a pas de masque, il n'a pas la tenue appropriée, il reçoit les malades sans savoir qu'est-ce que les malades peuvent venir. Il a des maux de tête, il a un peu de maux de gauche, mais il ne sait pas que c'est déjà le Covid-19. Le malade ne sait pas. Il vient consulter, l'infirmier les reçoit. Et c'est en s'entretenant avec les malades qu'il découvre que c'est une suspicion. Mais déjà, pendant ce temps-là, il peut être déjà contaminé. Il peut être déjà contaminé. Alors, pour que les infirmiers arrivent à donner les meilleurs d'eux-mêmes, il faudrait qu'on leur donne aussi tous les moyens, les minimums nécessaires pour qu'ils puissent prester comme il faut. Qu'on tienne compte de cet aspect des choses-là. Dans la pratique infirmière, avant que l'infirmier exécute une technique, il doit d'abord, il y a des étapes, il y a des préparations que l'infirmier, avant de préparer même les malades, l'infirmier doit lui-même psychologiquement se trouver capable d'exécuter une technique bien déterminée. Et s'il trouve qu'il n'est pas capable, il ne peut pas aller directement, il doit chercher celui qui est censé être supérieur sur le plan technique par rapport à lui, pour qu'il fasse cette technique-là. C'est ça la coordination, c'est le rôle de la coordination des soins dans des structures hospitalières. Alors, nous avons de très bons infirmiers dans nos structures. Le problème qui est là, c'est un problème d'encadrement sur le plan logistique, sur le plan des équipements. Vous avez des infirmiers, allez à l'intérieur, vous allez voir. Ici, parce que c'est les miroirs, on voit Kinshasa, mais moi, j'ai le privilège de venir de l'intérieur. Je vous dis, vous avez des infirmiers dans une structure, on lui amène un enfant en train de convulser, mais il n'a même pas une ampoule de paracétamol.
Il n'a même pas une seringue. On doit donner un bout de papier à la maman qui doit laisser d'abord l'enfant en train de conduire. La maman doit courir à une distance de 500 mètres, 1 kilomètre pour chercher une seringue et amener. Et pendant ce temps-là, l'enfant peut même mourir. Donc voilà les conditions dans lesquelles les infirmiers travaillent. Et maintes fois, il y a même des familles qui tiennent pour responsable l'infirmier, justement. On m'a envoyé me procurer des médicaments parce que mon enfant allait mourir. Combien de cas d'agression des infirmiers avons-nous eu? Il y en a beaucoup. C'est au quotidien. Les papas qui amènent son enfant, il veut que son enfant survive. Mais l'infirmier qui doit travailler, il connaît ce qu'il doit faire. Il a les potentiels intellectuels, techniques avec lui. Mais il faut qu'il extériorise ça par des actes concrets. Mais pour qu'il extériorise ça par des actes concrets, il faut qu'on lui donne les moyens nécessaires pour qu'il puisse intervenir. Alors, s'il n'y a pas de moyens, même de l'eau pour prendre, parce que la fièvre, on peut la baisser en prenant juste même un tissu, on trempe dans l'eau, on couvre l'enfant, mais il n'y a pas de l'eau pour couvrir même cet enfant-là. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de produits, il n'y a rien. Il se retrouve là comme un militaire au fond, sans armes. Qu'est-ce qu'il doit faire? Alors, voilà un peu les conditions dans lesquelles les infirmiers travaillent. Si on mettait les conditions, les infirmiers dans les conditions qu'il faut, vous allez voir ce que les infirmiers vont vous donner comme travail. Alors peut-être que cette pandémie aura été une autre occasion, une belle passe sonore pour vous permettre de mieux vous exprimer. C'est ça le souhait. Nous pensons que c'est vraiment une belle occasion parce que nous avons suivi même les secrétaires techniques, le professeur Mouyembe. Il a reconnu ça, il a le 12 mai, il a reconnu le travail, le travail des infirmiers. Il y a le prix Nobel de la paix, Dr Mukwege, oui, que je connais très bien parce que j'ai travaillé avec lui dans sa clinique. Et il l'a reconnu aussi. Et le monde entier, si vous allez même sur Internet, vous allez voir. Mais ici, chez nous, à un moment donné, on a comme l'impression qu'on minimise un peu le travail des infirmiers. On parle trop peu d'infirmiers, mais plus des autres professionnels de santé. Or, c'est l'infirmier qui fait le grand du travail. C'est ça, c'est l'infirmier qui fait le gros du travail est fait par l'infirmier. Mais cela n'est pas connu du public. Et c'est ainsi que vous avez même des malades, quand ils viennent, ils disent non, moi je vais seulement, par exemple, le docteur. Si le malade n'est pas vu par le docteur, pour lui, il trouve qu'il est abandonné. Or, c'est lui qui est à côté de lui, qui les touche, qui prend la température, qui lui donne de l'eau à boire, qui change sa position. C'est celui-là qui les soigne. L'autre ne vient que pour peut-être prescrire, voir, entendre et disparaître. Et laisser celui qui doit rester 24 heures sur 24 à côté du malade faire son travail. Mais malheureusement, on n'a pas tendance à valoriser ce que nous faisons dans notre pays. Nous pensons qu'avec cette pandémie ici, ça peut ouvrir les yeux de beaucoup de gens. Et avec l'aide de vous, les journalistes, vous pouvez aussi aider la population, aider nos autorités à arriver à comprendre et mettre les infirmiers dans les conditions qu'il faut. On peut avoir un système de santé bien structuré, avec des textes, avec beaucoup de choses, mais si on oublie cet aspect des choses-là, ça sera un fiasco. Voilà pourquoi l'OMS dit l'infirmier est la plaque tournante de tout système de santé. Sans infirmier, la santé, je ne sais pas si on peut parler de la santé sans infirmier. On se dit que nous sommes environ 1500 cas positifs selon les statistiques du tableau, la situation épidémiologique. Mais lorsqu'on voit combien sont effectivement, et dans les zones vertes et rouges de ces quelques hôpitaux, on se rend compte que c'est peut-être pas encore la moitié qui sont là. Où seraient les autres? Chez eux à la maison, où ils ont bu de l'eau, ils peuvent se tirer d'affaire. Oui, c'est ce que j'avais dit. Le cas suspect, il y a 3 étapes aussi. On peut avoir un cas suspect grave, modéré, bénin.
Et s'il n'y a pas effectivement des places comme ils disent, mais jusque-là, on n'a pas encore manqué des places. Parce qu'on a toujours eu disponibilité de places. Voilà. Si Ngaliema s'est Or, plaint, vous ne prenez pas 800 personnes. on peut référer dans d'autres centres. Et si dans d'autres centres, là, on réfère qui est aussi sélectionné, on regarde si ton cas est suspect, mais modéré, qui nécessite des oxygènes. On regarde si dans les centres où on veut te transférer, s'il n'y a pas de disponibilité de bouteilles d'oxygène, on te garde chez nous. On a même, actuellement, on a eu même, je dirais, 2 pavillons, parce qu'on a déjà entamé aussi l'autre pavillon de la clinique, du côté B, pour mettre le cas suspect. Donc, moi, je ne vois pas comment est-ce qu'on va te dire, à moins qu'il n'y ait pas vraiment de place, comme vous avez dit, on peut aussi être habité, ça c'est normal. Si on n'a pas de place, on n'a pas de place. Raison pour laquelle même derrière encore les pavillons, on a mis le stand là pour toujours continuer à créer des espaces pour recevoir tout le monde. On ne veut pas que les gens restent à la maison avec l'ignorance, se cachent à la maison, disant que non, je fais seulement là tout. Et dans des cas comme ça, vous trouverez qu'on vous amène quelqu'un qui est encore suspect dans un état déjà de gravité et vous êtes maintenant habité pour récupérer ce malade-là avec une saturation de 30, de 50. C'est vraiment difficile, mais étant donné que le malade n'est pas encore confirmé. Donc, cause, il est resté à la maison, il s'est caché à la maison, il a fait la fièvre. En se disant, oui, ça va passer. Oui, ça va passer. Voilà. Et sinon, on a toujours la disponibilité pour prendre... Alors, une question de Christian Emango, vraiment en passant, c'est que quand il y a un patient qui arrive, visiblement, lui a peut-être des problèmes plutôt d'antécédents de santé. Est-ce que la riposte, la prise en charge prend ça aussi en compte ou on les réfère chez son médecin naturel? S'il y a son problème des antécédents et qu'il n'y a pas de signes de Covid, on lui réfère vers son médecin. Mais s'il y a des signes de Covid... S'il y a des signes de Covid, on tient compte de tes antécédents, mais tu es dans le pavillon de Covid, on prélève, on regarde dans ces antécédents-là. Exemple, le malade est hypertendu, il est sous quel traitement déjà? On continue avec ton traitement et on appelle ton médecin traitant, on lui pose les problèmes. Voilà, ton malade actuellement se trouve dans le pavillon 6 comme prise en charge des Covid en attendant les résultats. Et comment est-ce que vous trouvez? Non, c'est un malade que je suis, il va continuer avec ses médicaments et dans l'entretemps, on attend les résultats. Et on a aussi eu des malades comme ça. Les résultats sont venus négatifs. On l'a transféré dans d'autres pavillons où on pouvait être aussi prendre prise en charge sur ses antécédents. Pour le développement de la RDC, la bonne santé, quel infirmier, comment vous vous préparez à ça? L'infirmier que nous devons former, d'une manière brève si je peux répondre, il doit être capable de répondre aux besoins de la population, besoins sanitaires de la population. Donc ça, c'est d'une manière brute, comment je peux répondre. Mais pour y parvenir, il y a des étapes. Il y a des étapes, il y a des préalables qu'il faut remplir. Il doit y avoir l'implication de l'autorité. Pourquoi je dis ça? Parce que l'ordre doit collaborer avec les institutions de formation dans l'élaboration du programme de formation, dans la mise en œuvre du programme de formation, doit évaluer même la façon dont donc ce programme-là est exécuté. Donc c'est ça la mise en œuvre. Ça, c'est dans les objectifs, les missions dévolues au Conseil national de l'ordre des infirmiers. Alors, est-ce que dans notre pays, au moment où nous parlons, les instances qui organisent la formation des infirmiers, je parle du ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire, et le ministère de la Santé pour les niveaux inférieurs. Est-ce qu'ils sont prêts à collaborer avec l'ordre pour qu'on arrive à sortir l'infirmier dont la population a besoin? C'est une question que je pose. Hein? Vous êtes prêt à collaborer avec eux? Mais nous sommes là. L'ordre, c'est l'émanation du pouvoir public. L'État a cette responsabilité-là de soutenir l'ordre pour que l'ordre fasse réellement le travail qu'on attend de lui.
on ne peut pas vendre une chèvre et rester tenir à la corde. Tout à fait. Si on a vendu la chèvre, il faut qu'on laisse celui qui a récupéré la chèvre, qu'il fasse réellement ce qu'il doit faire pour qu'il fasse ce qu'il veut faire de la chèvre. L'État a délégué la responsabilité à l'ordre. L'État doit soutenir l'ordre, les ministres de la Santé, les gouvernements, toutes les autorités, que ce soit au niveau de la province, parce que la santé est décentralisée maintenant. Ils doivent collaborer, ils doivent donner à l'ordre des infirmiers les moyens nécessaires, les pouvoirs qu'il faut pour que l'ordre fasse réellement son travail. Merci pour votre plaidoyer. Madame, vous savez qu'on en a encore pour longtemps avec le coronavirus. Vous vous préparez à ce que plus il y aura des cas, bénins serait-il ou pas, mais vous êtes encore prête à aller jusqu'au bout. Oui, oui, bien sûr. C'est un serment qu'on a fait. On ne va pas abandonner les malades, étant donné que les cas persistera, le virus persistera. On serait toujours là pour aider ceux qui seront victimes. Mais dans tout ça, le plus important, ce sont des mesures préventives. Ça nous évitera de nombres importants, des maladies, tout ça. On vous dit merci pour votre passion, votre compassion et à très vite. Bon boulot à vous. Madame, Monsieur, c'est ici qu'on marque un stop. À ce stop Covid du jour, n'oubliez pas de prendre soin de vous. À très vite. Au revoir.